Belfast est le second film de Kenneth Branagh à sortir sur les écrans en un mois. Les effets de la pandémie en ont décidé ainsi puisque Mort sur le Nil, sorti fin janvier 2022, était initialement prévu pour la fin d'année 2020. Effet et hasard du calendrier qui finalement s'avère passionnant puisque la sortie presque simultanée des deux films offre l'occasion de vérifier l'étendue du savoir-faire de Kenneth Branagh. Rappelons que le cinéaste fut, dans ses jeunes années, l'une des figures les plus prometteuses de la Royal Academy of Dramatic Art de Londres. À la fin de ses études en 82, Branagh confirme très vite sur les planches tout le bien que les observateurs pensaient de lui. Le premier coup d'éclat de Kenneth Branagh se manifeste lors de sa performance d'acteur dans Henri V. Loué unanimement, la prestation du jeune prodige de la scène londonienne lui permet d'enchaîner les prestations, toutes remarquées. Après avoir fondé sa propre compagnie de théâtre en 1987, c'est presque naturellement que Branagh arrive à la mise en scène cinématographique. Son premier film, en 89, Henri V, est un succès critique international. C'est donc par deux fois grâce à la même pièce de Shakespeare, Henri V, que Branagh attire les attentions de la critique et du public. Il multiplie alors les films d'un côté ou de l'autre de la caméra, parfois des deux côtés en même temps. Quelques échecs l'éloignent de la mise en scène avant de revenir sur le devant de la scène avec des films qui connaîtront un succès public conséquent tels que Cendrillon ou Le Crime de l'Orient Express. Belfast diffère cependant quelque peu des dernières productions de Branagh. Si le film ne cache rien de la dimension populaire que l'on peut y voir, nous sommes fort éloignés des budgets et des seules ambitions commerciales affichées par Le Crime de l'Orient Express, Cendrillon et, bien évidemment, le dernier film à être sorti sur nos écrans en janvier, Mort sur le Nil. Belfast, derrière la trompeuse simplicité de sa mise en scène, est plus ambitieux. Sans aucun doute parce que le projet est plus personnel. Le film reprend dans les grandes lignes des éléments autobiographiques, des souvenirs personnels de Kenneth Branagh. Le film peint l'enfance du cinéaste, personnifié par Buddy, interprété par Judd Hill, dans son quartier de Belfast à la fin des années 60. Nous sommes en 1969 plus précisément et c'est le moment où tout bascule. Jusque-là, catholiques et protestants cohabitaient pacifiquement. C'est désormais terminé. La terreur et les haines irrationnelles s'emparent de la communauté protestante et le quartier dans lequel vit Buddy se transforme en champ de bataille. La construction du film peut décontenancer. D'abord, des plans sur la ville de Belfast, aujourd'hui, qui rappellent son importance passée et présente. Les images documentaires évoquent le rôle de la capitale de l'Irlande du Nord dans le Royaume-Uni, les chantiers navals et la construction du Titanic, la lumière, la transformation de la ville au fil du temps, des peintures murales. Et puis le film change de nature. La couleur disparaît pour laisser le noir et blanc s'installer. Une fiction débute. L'artifice ne laisse guère de doute tant il est présent. Trop, diront certains. Mais c'est oublier le fonctionnement de cette première scène fictionnelle. Il s'agit de décrire un monde où les individus vivent en harmonie. Il s'agit surtout de retranscrire comment un enfant de 9 ans perçoit ce monde. Pour être plus précis, Branagh s'évertue, dès le passage du document à la fiction, à traduire ce que sa mémoire a conservé de ce passé idolâtré par l'enfant de 9 ans qu'il a été et qui, en quelques secondes, voit un monde idéalisé virer au cauchemar. La caméra s'inue au milieu de tout ce joyeux désordre qui laisse apparaître une vie communautaire magnifiée par le noir et blanc. Tout le monde semble vivre avec tout le monde. Nous pourrions être dans une comédie musicale et plus particulièrement dans les moments chantés qui ne laissent aucun doute sur la nature artificielle de ce que nous voyons. Ici, il est question d'adopter un point de vue singulier, celui d'un enfant sur un univers qui ne l'est pas moins puisqu'il ne ressemble à rien de connu. L'univers revisité par l'imaginaire de l'enfant. C'est un monde balisé par le cinéma aussi, puisque les souvenirs de séances familiales servent autant de repères pour mesurer la construction identitaire de Buddy qu'à un chapitrage du récit. Une subjectivité est à l'œuvre, certes, mais laquelle ? Celle du cinéaste, bien sûr, puisque la caméra ne nous a pas permis de nous associer à un personnage en particulier dans cette ouverture de film. Une voix de femme guide le mouvement de la caméra. La voix prononce un nom, Buddy. L'appel est relayé par différents protagonistes qui prolongent les mots afin qu'ils parviennent au destinataire, et la caméra suit le cheminement de la parole. La caméra traverse l'espace fragmenté par plusieurs situations qui répondent à leur logique propre, mais qui participent néanmoins à peindre le portrait d'une vie communautaire plurielle. La jonction des différents espaces scéniques constitue un tout, un monde. Le monde de Buddy. En bout de mouvement, nous le découvrons, Buddy, 9 ans donc, muni d'une épée factice. La caméra a fait le lien entre la voix de la femme qui l'appelait, la mère de Buddy, Catriona Balfe, et l'enfant qui doit interrompre ses activités ludiques pour entrer manger. Buddy est apostrophé joyeusement par le voisinage. Soudain, tout change. La caméra tourne autour du personnage, de Buddy, et la violence des adultes fait irruption dans le monde du conte de fées, dans lequel évolue encore Buddy. Le résultat est stupéfiant. La scène, totalement artificielle qui ouvre la séquence, se mue en scène d'un réalisme méticuleux. Ce n'est plus le point de vue de Buddy que la caméra épouse, c'est la violence qui s'immisce dans l'esprit de l'enfant que la caméra tend à traduire. Le contraste entre le début de la séquence et la nouvelle tournure qu'elle prend est stupéfiant. La violence est filmée crûment. Branagh sait faire, il a retenu les leçons shakespeariennes. C'est le début de la fin de l'enfance. C'est d'autant plus violent qu'il n'y a pas de zone intermédiaire. Le monde du jeu et de l'imaginaire enfantin est contaminé par le politique et la folie des adultes. Rien pour se préparer à cela.
C'est trop tôt pour Buddy. Il n'avait pas anticipé pareille expérience. Il devra se faire aux différences qui séparent parfois les individus. La vie ne sera plus jamais la même. Le film suit alors le périple long et douloureux du passage d'un âge à un autre. Belfast suit donc une logique commune à tous les enfants qui grandissent. La mort qui s'invite, les peurs différentes qui s'installent, les menaces, les intimidations, les premières bêtises adolescentes, mais aussi les premiers amours, d'autres joies, d'autres découvertes, etc. Oui, Buddy change, comme son monde qui vient de s'effondrer. C'est la soudaineté de la transformation qui interpelle, et c'est le spectre d'émotions qui envahit le jeune garçon que le film peint. Belfast, c'est donc le monde vu par un enfant, le monde vu par les souvenirs d'un enfant. C'est brutal, parfois. Surtout pour un gamin qui a grandi en Irlande du Nord dans les années 60. Branagh se souvient de son enfance, de ce qu'il a été, de ce qu'il a laissé derrière lui, de ce qu'il a perdu aussi. Un peu d'innocence déjà, et puis d'autres choses qui agissent aussi en profondeur et qui ont façonné l'individu qu'il est devenu par la suite. Et Branagh se souvient aussi qu'il sait faire autre chose que des produits calibrés pour séduire un nombre plus ou moins précis de spectateurs. Oui, Branagh se rappelle qu'il est un cinéaste, pourvu que ça dure.